Révocation de Christelle Rondonogbo, on en parle avec vous, Aziz Koto-Chabi. On le sait, hein, désormais, la décision a été prise. Elle n'est plus directrice administrative de l'UPR au motif qu'elle aurait commis une faute grave. Vous voyez la note du président Joseph Diogbenou, oui, qui la révoque. Et l'article premier qui dit la camarade Christelle Rondonogbo, épouse Alioza, est révoquée des fonctions de directrice de l'administration du parti pour faute grave. Et c'est en article 2, on explique la camarade Alioza a de son propre chef avoir reçu. C'est pour vous dire déjà, la présentation d'une lettre administrative là, ce n'est pas du tout respecté. Le premier article là devait venir et devait être le deuxième article et le deuxième article le premier article. Ça veut dire déjà il y a des problèmes administratifs. Ça veut dire qu'on sent déjà que la directrice de l'administration n'est plus là et un courrier administratif, ça a des formes qu'il faut respecter. Ça veut dire déjà il y a problème là. Il faut que rapidement le président Diogbenou pense à prendre quelqu'un qui soit à la hauteur. Mais donc c'est quand même Diogbenou. On lui a fait signer le courrier. C'est quelqu'un qui a rédigé le courrier. Donc il n'a pas lu. Sur le plan de la présentation d'une lettre administrative, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, c'est un peu pour rigoler. Maintenant, sérieusement. Bon, les raisons évoquées pour sa révocation, pour moi, ça ne convainc pas. C'est sûr qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que c'est aujourd'hui la camarade Christelle Rondonogbo du parti UPR prend des décisions? Moi, depuis un certain moment, je l'ai vu sur tous les plateaux, sur tous les champs d'action où elle décidait, elle prenait des initiatives au nom de l'UPR. À un moment donné, on se demandait est-ce que ce n'est pas elle la véritable présidente du parti. On la voyait pratiquement dans tous les départements du Bénin et mener des activités, souvent seule, souvent en compagnie d'autres membres du bureau du parti. Donc qu'on puisse la révoquer aujourd'hui parce qu'elle aurait signé un mémorandum d'accord avec un cabinet. Je pense que c'est plat. On ne nous dit pas tout. Alors, l'anguille sous roche pourrait être quoi selon vous? C'est vrai que sur la toile, nous lisons beaucoup de choses qui indiquent une certaine proximité de Christelle avec Olivier Bokor. Oui. Et le 2 octobre, d'ailleurs, elle a fait une publication sur sa page Facebook où elle présentait, elle souhaitait joyeux anniversaire à M. Olivier Bokor et elle aurait souhaité que cela se fasse en d'autres circonstances. Donc, ça peut être une raison. Ça peut être une raison parce que c'est une publication publique qu'elle a faite alors qu'elle est responsable d'un des plus grands partis de la majorité présidentielle. Et c'est qu'aujourd'hui, tout le monde condamne la tentative du côté de sa famille politique. Donc qu'elle se lève, qu'elle fasse une publication du genre, ça peut ne pas plaire aux responsables. Mais elle a fait la publication, une toute personne, et c'est elle-même qui a fait sa publication sur sa page. Oui, mais Facebook, la publication qu'elle sort, elle n'est plus à vous, elle est publique. Hein. Ça n'engage pas le parti. Quand on est une personnalité publique, tout ce qu'on fait est public. Quand on est une personnalité publique, tout ce qu'on fait est public. On ne peut plus dire ce que j'ai fait là, c'est privé. On ne peut pas démarquer, détacher la personnalité publique de sa vie privée, de sa vie avec ses proches. C'est ainsi va la vie. Donc je pense que c'est le tribut à payer quand vous acceptez exercer une fonction publique. Donc pour moi, la raison évoquée dans le courrier, il y a des non-dits. Il y a des non-dits qu'on ne nous dit pas. Et je pense que peut-être les prochains jours nous édifierons et peut-être que les véritables raisons de ce limogeage-là apparaîtront. Mais cela aura un impact d'abord sur le plan administratif au niveau du parti. Ensuite, c'est une dame, quoi qu'on dise, une dame parce qui que a vous su pensez mener que la BAC UPR. Parce que vous pensez que l'UPR n'a pas d'autres pièces de rechange? Oui, il y a certainement d'autres pièces de rechange, mais elle a déjà instauré des habitudes. Elle est déjà
en harmonie avec le boulot pour lequel elle a été choisie. Quelqu'un d'autre viendra sûrement, mais celui-ci mettra peut-être beaucoup de temps ou moins de temps à s'adapter, à pouvoir prendre véritablement la relève. Mais toujours est-il que nous attendons que les vraies raisons nous soient données un jour, que ça soit aujourd'hui ou demain. Mais cela démontre depuis au lendemain de la tentative de coup d'État, vous allez constater qu'il y a des changements qui interviennent au niveau des états-majors des partis proches de la majorité présidentielle. Il y a des bouleversements et je pense que la météo politique annonce des changements, des bouleversements plus grands que ça suite à ce dossier-là. Donc ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Francis Béot, cela laisse entrevoir un problème de gouvernance à l'interne de nos partis politiques. Oui, ça dépend également de l'ossature que vous présentez du parti politique. L'ossature que vous présentez du parti politique. Apparemment, il est dit que dans ce qui est fait là au niveau de l'UPR, une directrice administrative n'est pas n'importe quelle personnalité. D'abord, sa révocation a fait du bruit. Révoquée par qui? Est-ce que c'est le bureau qui a révoqué ou c'est le président qui a révoqué la directrice administrative? C'est le président qui a signé. Ce qu'on reproche à la directrice administrative, on parle de faute lourde, tout de suite, de faute lourde. Mais ça veut dire, entre-temps, est-ce qu'elle a déjà commis des fautes pour être rappelée à l'ordre avant de commettre cette faute lourde-là, pour être démis de ses fonctions tout de suite? Quand on la démet de ses fonctions, continue-t-elle d'être membre de l'UPR ou bien elle est radiée du parti politique? Donc, c'est administrativement des coquilles qu'il faut voir. Il faut interroger le statut et le règlement du parti. À quand parle-t-on? Malheureusement, vous et moi, nous ne sommes pas de l'UPR, donc nous ne savons pas trop ce qui s'y passe. Mais sanctionner une directrice administrative à cette étape de l'évolution de l'actualité politique, après une publication ouverte le 2 novembre, cela laisse penser que il y a par le 2 novembre, nous ne sommes pas encore 2 novembre. 2 octobre. Le 2 octobre. Cela laisse présager qu'il y a anguille sous roche et que pour une directrice administrative, lui reprocher une faute lourde juste parce qu'elle a contracté avec un cabinet pour une activité liée au parti politique, ce n'est pas un détournement de biens publics, ce n'est pas un détournement de fonds. Ce n'est pas que cette directrice administrative a distrait les fonds mis à sa disposition. Moi, j'estime que c'est juste pour le mieux-être du parti qu'elle a tenté de... Si on l'a nommée directrice administrative, on doit pouvoir lui donner les coudées franches pour travailler au nom du parti. Elle n'a pas contracté pour le mieux-être de sa famille, non. Mais c'est pour le mieux-être du parti. S'il y a faute qu'on qualifie de lourde, est-ce que le bureau s'est retrouvé pour faire des reproches, pour dire à cette étape-là, vous avez franchi le Rubicon, voilà la sanction qui vous est attribuée? Moi, je pense que, comme Aziz l'a dit, la dame qu'on voit le plus au niveau de l'UPR, c'est cette dame-là, cette directrice administrative. Elle a noyé, phagocyté carrément professeur Diogbenou. Si vous observez bien les activités de l'UPR, elle est active, cette dame-là, au nom de l'UPR. Elle est un peu partout. Moi, je lis des informations dans la presse là, liées à ces activités. Elle n'est pas quand même une paresseuse. Pour une banalité de contrat au nom de son parti, on estime qu'elle n'a pas informé la hiérarchie avant de contracter. Bon, il revient aux responsables du parti de voir
si avec le cabinet, elle a mis de côté peut-être un montant qui lui servirait à autre chose, ou bien les documents sont conformes à ce qu'elle a signé par rapport au parti avant de prendre des décisions. On n'a pas parlé de détournement. On n'a rien dit. On a dit juste que c'est sans autorisation de la hiérarchie qu'elle a pris sa décision. Elle est aussi dans la hiérarchie du parti politique. Donc, si on ne sait pas faire, on va prétester d'autres choses, on va dire autre chose, on va penser que, bon, mais c'est parce qu'elle a dit quelque chose le 2 octobre qu'on a cherché le pouls sur la calvitie pour lui infliger cette sanction-là. On doit pouvoir faire attention parce que le tournant, le virage est dangereux là, le virage dans lequel nous allons là, c'est dangereux. Bon, maintenant, si l'objectif est d'éliminer certains pour se positionner, parce que ceux-là sont en train de s'illustrer au-delà de ce qu'on attend du parti, ça c'est tout à fait autre chose encore. Et donc vous pensez qu'il y a anguille sous roche? Personnellement, vous pensez? Personnellement, j'y pense. 2 octobre, fin octobre, le temps est passé quand même, Francis. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de lier cette décision à sa publication du 2 octobre? Non, si moi j'avais aussi la possibilité de souhaiter joyeux anniversaire à celui dont on parle, je l'aurais fait. C'est un Béninois au-delà de tout, comme nous, je l'aurais fait. Bon, peut-être que je ne suis pas directeur administratif d'un parti politique, bon, ça peut passer sous silence. Mais si l'occasion m'était offerte, j'aurais présenté un joyeux anniversaire à Olivier Bokor parce qu'un compatriote comme moi. Richard, ok. Je crois qu'avant que Madame Alioza ne devienne directrice administrative de cette formation politique, ça suppose qu'elle est d'abord militante du parti. Donc, je ne sais pas si son objectif en venant dans le parti, c'est d'être directrice administrative, ou c'est venu au cours de certaines circonstances bien déterminées. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire que est-ce qu'elle est encore du parti. Je pense que lorsque vous lisez cette note de service, elle a été suspendue, elle a été révoquée de son poste de directrice administrative. Pour moi, elle reste donc et demeure membre de la formation politique jusqu'au moment où elle va décider peut-être de ne plus faire partie de cette formation politique-là. Alors, lorsque vous regardez un peu l'ossature de nos formations politiques, je crois qu'une administration, qu'elle soit privée ou publique, est assujettie à certaines règles, à certaines orthodoxies. Lorsque vous êtes une directrice, même si vous avez les coudées franches pour prendre certaines responsabilités, il y a des domaines dans lesquels vous devez forcément consulter. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur la note de service, je me suis rendu compte que ce qu'on lui reproche, c'est parce qu'elle a signé un accord, un contrat, disons un mémorandum avec une société, je crois, participe GmbH. Lorsque vous cherchez un peu, c'est une société de conseil indépendante, d'accord, une société de conseil indépendant et qui est reconnue sur le plan international. Alors, lorsqu'une directrice administrative prend sur elle la responsabilité d'abord de négocier et de parapher un accord avec une société internationale que je ne connais personnellement pas, cela suppose que elle engage d'une manière ou d'une autre la vie de la formation politique. Parce que cette société-là ne va pas venir travailler pour l'Union progressiste, le renouveau, pour les beaux yeux de M. Djogbenou ou de Mme Christelle. Ça veut dire que la société sera forcément rémunérée. Et donc, si elle est rémunérée, elle ne sera pas rémunérée de la poche d'un membre, d'un responsable de cette formation politique, mais de la caisse de du parti Union progressiste, le renouveau. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Et si elle prend cette responsabilité-là seule, je suis convaincu qu'elle sait qu'au fil du temps, les gens finiront par savoir qu'il y a eu quelque chose comme ça. Puisqu'elle n'est pas trésorière de la formation politique. Et l'accord-là implique forcément que l'on mette la main à la poche, que l'on mette
la main dans la caisse du parti. Donc pour moi, ou c'est une maladresse de sa part, ou il y a certains membres du parti qui ont été informés, peut-être pas le président, mais forcément, il doit avoir des personnes informées de cette démarche-là. Mais lorsque je viens maintenant par rapport aux dates, il y a 3 dates que je retiens. Le 2 octobre, où elle a publié un message de présentation de vœux ou de joyeux anniversaire à celui qu'elle a appelé son foufou. 2 octobre. Puis, le 8 octobre, on dit que c'est le 8 qu'elle a conclu l'accord. Il y a une semaine entre le 2 et le 8. Et puis le 28 octobre, où la note de service a été signée. Donc, 20 jours après. Est-ce que entre le 8 et le 28, il y a eu des conciliabules, des négociations, ou bien le parti l'a convoqué pour en savoir davantage? Je pense que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais je vois que entre le 8 et le 28, il y a eu une vingtaine de jours avant que la décision ne soit prise. Ça veut dire que c'est une décision, pour moi, qui a été certainement mûrie. Ça veut dire que c'est une décision qui n'a pas été prise au pifomètre et les responsables de cette formation politique vont forcément endosser les responsabilités. L'un dans l'autre, je me dis aujourd'hui que cette affaire de tentative de coup d'État a créé un peu de séisme, et Aziz l'a dit tout à l'heure, au sein des formations politiques. Et on attend de voir ce que ça va donner au fil du temps, parce que pour ce que nous apprenons, dans ces formations politiques-là, il y a des personnalités qui ont des relations privilégiées avec monsieur, ou qui auraient des relations privilégiées avec monsieur Olivier Bokor. J'ai même appris que certains élus doivent leur positionnement à cette personnalité-là de la mouvance présidentielle. Donc, il y a forcément un devoir de reconnaissance. Il y a quand même une fibre entre griffes d'amour que l'on doit manifester à l'égard de quelqu'un qui vous a rendu un service. Et du coup, cela met à mal les relations entre militants. Cela met à mal les relations entre militants de la formation politique et entre le leader de la mouvance présidentielle actuelle et certains membres. Je crois que ça dénote de ce qu'il y a un peu de cafouillage, comme l'a titré un collègue ce matin. Mais je crois qu'au fil du temps, puisque la nature a horreur du vide, le parti va très vite chercher une personne, peut-être de la trempe de Madame Christelle Ngondonogbo, pour pallier cette absence-là et passer à autre chose. Est-ce que cette démonstration vous convainc, Aziz Koto? C'est vrai que nous supputons autour des raisons de cette révocation-là. Non, mais pas du tout. Je l'avais d'ailleurs souligné. Ça ne me convainc pas du tout. Et les prochains jours vont nous édifier. Mais quand on parle de révocation, on sait dans ce pays-là comment ça se passe. Quand vous révoquez d'une structure, d'un parti, vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Vous-même, vous n'êtes plus à l'aise là. On ne sera pas surpris dans les jours à venir que Madame Christelle Ngondonogbo Alioza puisse migrer vers une autre formation politique de la majorité présidentielle, que ce soit le BR ou d'autres. Ou peut-être même faire le grand saut, se retrouver du côté des démocrates. On sait comment ça se passe dans ce pays. Dès que vous êtes révoqué, c'est que vous-même, vous n'êtes plus à l'aise avec vos anciens collègues qui ne sont plus également à l'aise avec vous. Donc, autant partir. Donc, on ne serait pas surpris que l'UPR puisse perdre cette brave dame-là qui a mené des combats depuis sa nomination comme directrice administrative. Et n'oubliez pas également qu'elle était candidate du parti au titre des femmes dans la 16e, je crois, la 16e à Cotonou. Donc, c'est une grosse perte. Et c'est une femme de charisme. Et une femme qui a su s'imposer au sein de ce parti politique. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un ou quelqu'une pour respecter un peu l'approche de promotion des femmes et pour la remplacer à la tête de la direction administrative du parti. Voilà, Francis? Non, tout est entre les mains de celui qui est président des deux partis de la mouvance. Vous avez vu dans ce pays-là quelqu'un qui a été suspendu dans un parti politique, mais qui a été maintenu au gouvernement. Il appartenait à quel parti politique en ce temps? Christelle
peut du jour au lendemain se retrouver au gouvernement pour prendre de fortes décisions. Mais lorsque Richard dit à l'instant, hein, dans son argumentaire, lorsqu'il relève qu'il pourrait avoir malaise, hein, entre militants dans les formations politiques, cela peut s'étendre. C'est pas exagéré de penser que ça peut s'étendre au gouvernement aussi. Ça peut arriver. Et le malaise, bon. Parce qu'il y a des ministres proches de M. Olivier Bokor. Comme des députés proches de Olivier Bokor, il y en a. Ça peut créer beaucoup. Il en a fait nommer beaucoup. Hein. Il en a fait nommer beaucoup. Beaucoup comme ministre, beaucoup comme DG, beaucoup comme fait élire encore d'autres députés. Et donc, la liste de ceux-là qui ont siégé aujourd'hui n'est pas faite sans lui. Et donc, beaucoup lui sont redevables. Et ce qui se passe actuellement peut être le soubassement d'une certaine réaction que nous allons noter par la suite. Donc, tout dépend du président. Cette sanction, pourquoi il y a un journal qui a titré, je ne sais pas trop, je vais vous lire, c'est Info Matin qui met révocation de Christelle Rondongo de la direction de l'administration de l'UP, le renouveau, le mémorandum. La seule faute, point d'interrogation. Ça veut dire que les gens nous rejoignent un peu dans ce que nous disons ici. Est-ce que c'est la seule faute? Pourquoi c'est elle? Elle a une administration. Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de détournement de fonds. Il n'y a rien pratiquement autrement. Et même le gestionnaire des fonds au niveau du parti serait révoqué. Qu'est-ce qu'on reproche à Christelle seule? La question reste posée. Et les jours à venir, comme Aziz l'a dit, nous édifierons. Et si ça commence comme ça, on est en train de jeter certaines figures emblématiques politiques dans les bras de quelqu'un qui, pour l'instant, est privé de sa liberté et qui a fait quand même certaines personnes politiques dans ce pays-là. On doit faire très attention parce que le moment ne s'y prête pas. Si on commence de sanctionner, pas sanctionner comme ça là, j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite et pour la création d'un parti politique qui va regrouper les proches de Olivier Bokor quelque part et ça va être la catastrophe par la suite. Donc faisons très attention, le moment ne s'y prête pas. On peut laver le linge sale en famille. On peut le laver en famille et éviter des pots de bananes qui sont jetés et on glisse là-dessus aussi facilement que ça. Et c'est au regard de ce que Francis dit que vous annoncez un temps tumultueux pour les jours à venir, selon... Oui. Parce que par gratitude ou ingratitude, les gens vont choisir de soutenir leur parrain Olivier Bokor ou de lui tourner dos ou de lui tourner simplement dos. Mais généralement, chez le Béninois, lorsque vous êtes dans le pétrin, vous ne le voyez pas. Non, mais il y en a qui ont la gratitude dans le sang. Il y en a qui sont reconnaissants. Parmi les Béninois, il y en a qui sont reconnaissants et qui ne savent pas cracher dans la soupe où ils ont mangé, dans la marmite où ils ont mangé. Donc, il n'y en a pas gratitude qui vont décider de soutenir Olivier Bokor. Il y en a pas ingratitude, vont décider de lui tourner le dos. Donc, les prochains jours seront encore tumultueux parce que quand on parle de Olivier Bokor, c'est quand même une personnalité politique qui était plus en contact avec les leaders, les personnalités politiques, avec les populations que le chef d'État qui n'avait pas le temps, mais qui avait délégué certains de ses pouvoirs politiques à son ami et qui était au contact de ceux-là. Et ceux-là ne connaissent que lui pour la plupart. Donc, les prochains jours seront vraiment très tumultueux. C'est ça. Richard. La gratitude ou l'ingratitude en politique, pour moi, c'est un peu mesuré dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que nous sommes à 1 an et demi des élections générales. C'est pas parce que certaines personnalités ne lui reconnaissent pas ce qu'il a pu leur faire à un moment ou à un autre. Mais vous savez que l'homme politique est toujours dans les calculs. Les gens ne veulent pas forcément s'afficher comme étant un soutien à Olivier Bokor pour subir la colère
du patron ou pour ne pas se retrouver éventuellement sur la prochaine liste d'une formation politique ou d'une autre. Donc, ce calcul-là fait que, bien que voulant manifester la gratitude, il y a certaines personnalités qui existent et qui sont assises entre deux chaises, parce que quand vous observez un peu ce qui se passe, si celui qui est le maître des positionnements ou de certains positionnements n'est plus en liberté, il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'élus qui vont forcément se poser des questions ou qui vont peut-être travailler à lâcher une branche pour s'accrocher à une autre rapidement avant 2026. Ces calculs-là sont en train forcément de se faire dans la tête de beaucoup d'hommes politiques. L'autre chose, le procès proprement dit n'a pas été même encore programmé. Pour qu'on sache clairement ce qui va sortir à l'issue de ce procès-là. Est-ce que M. Olivier Bokor sera blanchi et va recouvrer sa liberté et ipso facto ses droits? Est-ce qu'il sera condamné pour je ne sais combien d'années? C'est des questions qu'on se pose, ce qui justifie la prudence de certains hommes politiques. Tout à fait.